Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur RCN 90.7 FM dans l'émission Droit de parole. Comme tous les mardis, nous nous retrouvons pour une heure d'émission, traiter les sujets d'actualité. Et cette semaine, nous recevons un conseiller régional, un jeune conseiller régional du Grand Est, Jordan Gross-Cruciani. Bonjour Jordan. Bonjour, merci de l'invitation. Merci d'être venu. Alors merci d'autant plus d'être venu que c'est un petit peu la venue au dernier moment, parce que pour être honnête, nous devions avoir une émission sur l'écologie qui s'est annulée au dernier moment et Jordan a eu la gentillesse de venir au pied levé, donc merci d'autant plus d'être là. L'actualité, elle est riche et variée. C'est un petit peu ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, un petit tour, un petit panorama de ce qui jalonne. Voilà, le débat public, l'actualité récente. À côté de moi, pour parler de tout cela, d'écologie aussi d'ailleurs, qui fait partie de l'actualité. Et donc vous l'aurez reconnu, Ariel est avec moi. Donc Ariel, notre petite sirène des ondes. Moi, je préfère le vieux pirate des années 68, petite sirène, pas trop quoi. Si. Ça va bien plaire à ce piquer en face de moi, là, ce que je viens de dire, enfin. T'as voulu m'inviter, maintenant je reste. Non, mais j'assume mes conneries, moi, tu sais. Merci pour la connerie. Allez, remballe. Donc, pour commencer, les questions un petit peu basiques, déjà peut-être te présenter. On se tutoie, on se tutoie dans la vie, on va se tutoyer à l'antenne, ce sera beaucoup plus facile, ça me perturberait de te vous voyez. On t'a déjà reçu dans une émission de droit de parole. Alors, je t'avais reçu en tant que responsable à l'époque du Front National. Désormais, le Front National est passé aux oubliettes et tu es membre du CNIP. Alors, est-ce que tu pourrais déjà nous parler un peu de ton parcours politique, de ton engagement politique, parce que c'est vrai que tu es parmi les plus jeunes élus du Conseil régional. On en parlera tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu t'es engagé en politique et quel est ton parcours ? Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé. J'ai commencé centriste. J'ai fini comme toi, un moment aussi, ou comme d'autres, au Front National. Je pense que c'était, pour moi, je regrette pas, mais je pense que c'était une erreur, je dirais. Une erreur de parcours. J'y suis parti il y a 1 an, pour les multiples raisons que chacun peut connaître, que ce soit l'organisation du mouvement, que ce soit le côté sectaire du parti, que ce soit les défaillances totales du mouvement. Ça a été rappelé d'ailleurs par certains au fil et à mesure des années, et puis des désistements, des désertions de personnes du parti. Et j'ai décidé d'adhérer pendant un temps au CNIP, et on va voir comment ça évolue, parce que une de mes conditions aussi par rapport à ce mouvement, c'est le refus de toute alliance avec le Front National à nouveau. Je ne suis pas parti pour revenir par la petite porte ou par la fenêtre, et donc il est hors de question pour moi d'adhérer de nouveau à un parti qui pourrait le rejoindre, on va dire. Alors le CNIP, peut-être pour rappeler aux auditeurs quel est ce mouvement. C'est un vieux mouvement politique assez peu présent en tout cas dans l'espace médiatique. Tu en es le responsable national des jeunes. Alors déjà, la première information, c'est qu'il y a des jeunes au CNIP. c'est quand même l'information du jour. Est-ce que tu pourrais présenter un petit peu ce mouvement et puis nous dire quelles sont ces lignes ? C'est le plus vieux parti de la droite française, en fait, parti de 70 ans, mais c'est le parti aussi, pour ceux qui connaissent, je dis toujours pour les jeunes, pour rappeler, c'est le parti OSS 117 René Coty. Voilà, ça parle un peu plus qu'autre chose. C'est le parti de Pinet. Bon, il y a eu Giscard d'Estaing aussi, par exemple, dedans, et après, c'est vrai que ça a un peu évolué. C'est vrai que c'est des anciennes figures, c'est plus... le parti s'est un peu essoufflé. Il a été un parti qui est fondé en 1953, qui était à partie une fusion de différents partis, le parti indépendant et puis le parti paysan, et le centre des indépendants et le parti paysan. Au fur et à mesure, il a voulu, puis c'est vrai qu'il a perdu un peu de son aura au fur et à mesure des années, souvent allié à l'époque au RPR, à l'UDF, et encore récemment à l'UMP. Et puis après, pour l'instant, on ne sait pas trop où il va aller. Alors pour l'instant, on ne sait pas trop où il va aller. En tout cas, il prévoit quand même un certain nombre d'alliances, et notamment, tu disais, des alliances autrefois avec l'ancien RPR. Aujourd'hui, le SNIP compte participer de l'Alliance des Amoureux de la France lancée par Nicolas Dupont-Aignan. Alors moi, ma question, c'est, tu disais ne pas faire d'alliance avec le Front National pour ne pas rentrer par la petite porte ni par la fenêtre. Mais est-ce que s'allier avec Nicolas Dupont-Aignan aujourd'hui, ça n'équivaut pas finalement à la même chose ? Moi, de toute façon, on a eu un congrès il n'y a pas longtemps, le mois dernier. Moi, de toute façon, je dis clairement que je ne voterai pas pour la liste des Amoureux de la France, parce que je considère que Dupont-Aignan fait du Marine Le Pen en plus mauvais. C'est quelqu'un pour moi qui est mégalo, qui est, et je le dis comme je le pense, qui est totalement fou. Et
je n'aurais pas envie de voter pour lui. Voilà. Et donc, hors de question dans ce cas-là que je soutienne le CNIP si le CNIP s'engage totalement et vote le soutien à la liste de Dupont-Aignan. Qu'on ait une place éligible ou pas, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de voter pour lui. Voilà. Bon, quelque chose me dit que là, que le nomadisme politique ne va pas s'arrêter dans si bon chemin. Il est au courant, le monsieur, qu'il a il y a le droit de réponse. C'est ce que tu viens de dire, que ces personnes impliquées peuvent demander le droit de réponse. Tu sais ça, hein? Ah bah, ils peuvent Tu peux revenir ici une deuxième fois. Je peux revenir et discuter avec eux, ça ne me dérange pas. Hein. Ben voilà, merci. C'est important de savoir, mais que les auditeurs aussi sachent que de toute façon c'est une obligation, hein, comme tous les médias, bien sûr. Non, mais c'est un positionnement qui t'appartient, écoute. Donc pour le moment, donc conseiller régional, toujours membre du CNIP, moi j'ai l'impression que finalement ça ne durera peut-être pas aussi longtemps que s'ils acceptent mes exigences, pas d'accord avec. S'il ne faut pas d'accord avec Dupont-Aignan qui disent clairement qu'ils refusent des désistements de second tour avec le Front National, par exemple, dans ce cas-là, j'y resterai. S'ils veulent se maintenir dans cette voie-là, comme je dis avant, je ne pars pas par la petite porte pour revenir par la fenêtre ou autre chose. C'est hors de question de revenir par peu importe les moyens, accords ou autres, avec le Front National. J'en suis parti pour toutes les carences que ça avait, c'est pas pour revenir. Alors justement, revenons brièvement sur ces carences. Ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité littéraire, notamment l'actualité littéraire politique, un livre est sorti la semaine dernière, mercredi dernier, rédigé par une de tes anciennes collègues, Sophie Montel, qui est actuellement députée européen, ex-Front National, qui avait ensuite rejoint les rangs des Patriotes et qui, pour finalement également repartir en indépendante, et qui a rédigé un livre sur son parcours, ses 30 ans de militantisme au Front National, et qui parlait aussi d'un système verrouillé, d'un système oppressant. Est-ce que tu as déjà lu est-ce que tu as lu le livre de Sophie Montel, et qu'est-ce que tu pourrais en dire ? Oui, j'ai lu le livre, c'est vrai que ça se lit assez rapidement, hein. On me l'avait envoyé, ça se lit en 4 heures. Sur ce qu'elle dit dans le livre, Bal tragique au Front National, je trouve que le titre est parfait, parce que c'est moi qui étais dedans pendant 5 ans. Oui, parce qu'on a oublié de dire, juste pour nos auditeurs, que tu étais assistant parlementaire au Parlement européen aussi. Donc la machine, tu la connais de l'intérieur. Voilà, je l'ai vue de l'intérieur et j'en suis parti. D'ailleurs, j'ai démissionné de mon poste d'assistant parlementaire avant justement de quitter le front, parce que je voyais bien qu'au niveau européen, il y avait beaucoup trop de carences, qu'ils ne comprenaient strictement rien. Moi, je faisais des textes pour des gens qui, des fois, ne savaient même pas ce qu'ils signaient, qui faisaient de la figuration pour rentrer dans les quotas. Il fallait rentrer, il fallait faire du chiffre. Donc, on faisait des questions sur tout et son contraire. Les gens votaient un truc, disaient blanc un jour, disaient noir le lendemain, de façon à faire à peu près à séduire tout l'électorat. Voilà, il y avait pas vraiment, c'était un peu au goût du sondage, au goût du jour, quoi. C'est le parti fourre-tout, en fait. Et c'est vrai que après, il y avait des positions qui, pour moi, j'étais plus trop en accord. Je veux dire, c'était de l'opposition systématique. C'est un parti qui s'opposait, mais qui ne proposait pas de construction. Et au niveau européen, c'était exactement la même chose. Il fallait s'opposer sur tout. Il fallait faire le buzz sur les migrants. Il fallait faire le buzz sur les travailleurs détachés. Mais quand on proposait quelque chose, derrière, il n'y avait quasiment rien. Moi, je me rappelle qu'on rédigeait des amendements ou qu'on changeait des fois, pour faire du chiffre, on changeait une virgule ou on changeait une lettre. Je veux dire, honnêtement, on arrivait à ce niveau-là d'amateurisme politique. Quand on arrive dans une institution comme le Parlement européen, on est censé faire des lois dans l'intérêt de tous et que ça doit agir sur 450 millions, 500 millions de personnes. Franchement, je trouvais que le niveau était vraiment plus que minime. Voilà, donc sur ce que dit Sophie Montel dans son livre, elle le confirme. Voilà, c'est ça, c'est en fait la boutique familiale. C'est le parti qui veut rester entre soi, qui veut faire son socle électoral de 10-15%, voire un peu plus, mais qui n'a pas envie de gouverner. De toute façon, pour moi, je pense que le Front National, c'est le meilleur adversaire pour faire repasser Macron. Macron le veut, et de toute façon, il repassera si encore le Front National. Et son but, c'est d'avoir ça, c'est d'avoir Macron en face de lui. Il sait très bien que s'il aura une autre opposition à gauche ou une opposition à droite, ce sera plus compliqué. Alors que s'il a le Front National, il repassera. Alors justement, quel est l'état de l'opposition aujourd'hui ? Parce qu'on voit bien une opposition éclatée entre des républicains qui n'arrivent pas à passer, en tout cas dans les sondages, la barre des 8%, un Front National largement en tête devant les autres figures des autres mouvements politiques, un parti socialiste inexistant, une France insoumise qui peine à retrouver son souffle de la présidentielle. Tout est bénef pour la République en marche.
Ah bah pour eux, ils s'assurent leur matelas électoral pour moi avec leurs 20 à 25% d'électeurs habituels, les CSP+, et autres, les entrepreneurs, la Startup Nation. Et avec ce niveau-là, ils sont sûrs d'arriver en tête. Leur but, c'est d'arriver en tête ou d'arriver au moins deuxième pour être sûr au second tour de gagner. Et donc, en ayant l'électorat, c'est pour ça qu'il faut toujours de la surenchère électorale pour arriver à un parti en disant, ils sont toujours sur le Front National. On l'a vu encore avec le débat, je crois, jeudi, avec la ministre Loiseau, qui d'ailleurs a totalement été nulle, face à Marine Le Pen, qui n'a pas été meilleure d'ailleurs, parce que se tromper sur tous les chiffres économiques, déjà l'année dernière, depuis 2 ans, la présidentielle, elle n'avait rien compris, mais alors là maintenant, c'est pas beaucoup mieux, c'est pas amélioré. Je te dis, elle a 2 ans pour travailler un peu, pour s'améliorer sur les sujets qu'elle connaît pas, alors là, si Marine Le Pen nous écoute, qu'elle sache qu'elle a un droit de réponse sur si elle veut, oui, elle a le droit de réponse. Mais elle peut venir, hein. on lui expliquera ce que c'est la différence entre le SMIC, le coût du travail et autres. Ouais. Là, je suis pas économiste, mais je pense qu'au moins ça, c'est ce qu'on apprend en cours de seconde SES, quoi. Donc, tu vois, Ariel, tu disais que tu serais grande gueule sur le plateau. Finalement, tu as de la concurrence et la concurrence est rude. Hein. Oui, non, mais je suis en train de penser que à peu près 70% de la population française est dégoûtée de la politique, de ce gouvernement. Oui. C'est toi-là. Hein, moi, je suis en politique, mais je suis déçu de la politique. Voilà. Ça fait 8 ans que je suis en politique. J'ai toujours mes idées, j'ai toujours été plutôt à droite, mais je suis déçu de la politique et des gens en général. J'ai l'impression que peu importe le parti, les gens disent « Ah bah oui, vous allez changer de parti », mais en fait, moi, je ne change pas de parti. Pour moi, je vais dans un parti parce que j'ai des idées et des convictions, et je remarque que dans chaque parti, finalement, à chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est des guerres de personnes, c'est des guerres de pouvoir, c'est des gens qui sont là pour leur petite boutique, pour se faire réélire eux, et puis il n'y a pas d'intérêt général derrière. Moi, c'est pour ça que je le dis clairement, je vise beaucoup plus le local. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est des élections comme les municipales ou autres, où c'est beaucoup plus large, où on peut prendre des gens de tous les mouvements en se rassemblant sur un projet plutôt qu'en se rassemblant sur l'idée d'un parti. Après, j'ai toujours mais je m'appliquerai moins, je le sais, à l'avenir au niveau national que j'ai pu faire auparavant. Alors justement, sur l'avenir, ton avenir en politique, est-ce que tu parlais du local ? C'est ta prochaine ambition d'aller sur une municipale ? Oui, j'y pense pas en me rasant tous les jours, on va dire, hein, mais je suis peut-être dans l'optique de faire quelque chose aux élections municipales dans les Vosges, à Charmes. Pour l'instant, on a une liste avec des gens qui sont très variés, de socialistes jusqu'à jusqu'à des personnes de droite. Voilà, c'est vraiment mais basé sur un projet. On verra si ça va jusqu'au bout. On verra si vraiment je me décide, parce que le but, c'est aussi d'avoir une équipe de gens qui veulent vraiment travailler. C'est pour refaire de la figuration comme j'ai pu le faire avant avec les listes qu'on a pu présenter, ou pour faire autre chose. C'est pas intéressant, je veux dire, c'est pour revenir dans les petites histoires politiques, ça m'intéresse pas. Moi, je veux y aller si les gens ont vraiment envie de faire quelque chose, s'il y a des adjoints qui ont vraiment envie de s'appliquer dans la commune, si on a vraiment une bonne équipe, et si tout est réuni, dans ce cas-là, je me dirais que j'y vais. Mais bon, là j'ai passé des concours, j'ai un autre boulot, j'ai autre chose. Je veux dire, si c'est pas comme dans le sens où j'ai envie de me réengager, peut-être que je le ferai pas. Alors tu disais que tu ne soutiendrais probablement pas la candidature portée et soutenue par le Centre national des indépendants et des paysans si il partait sur une alliance avec Debout la France. Mais alors tu soutiendrais qui ? Alors, moi, à titre personnel, j'aime bien le candidat LR, Bellamy. Alors c'est vrai qu'il a certains propos qui ne me plaisent pas toujours, mais en tout cas, je suis content de revoir quelqu'un qui est enfin à droite, philosophe, arrive plus ou moins à parler de certains sujets en se dégageant, même si ça reste toujours, il faut toujours faire l'équilibriste entre toutes les sensibilités de la droite. Mais bon, après ça c'est normal, si on veut rassembler 50+1 aussi après à l'avenir, c'est obligatoire. Mais qui arrive enfin pour moi à parler de sujets qui est totalement oublié à un moment à droite, qui est des sujets qui me tiennent à cœur, que ce soit la culture ou l'écologie. C'est des sujets que la droite a totalement oubliés, a totalement laissé à d'autres formations. Et moi je suis content enfin d'avoir des gens qui arrivent à parler de ces sujets à droite. Oui, mais tu sais bien qu'il y a les propos qu'on tient dans une élection et la réalité des votes. Tu vois, qui a connu les élus au Parlement européen et les propos que pouvaient tenir les élus du PPE en France et ce qui votait réellement dans l'hémicycle, il y avait parfois un gap assez important. Oui, là-dessus, c'est vrai que moi, je crois peut-être à la naïveté de la tête de liste sur les sujets-là. Peut-être qu'il va se heurter à la dure réalité des votes et au groupe majoritaire pour lequel il suit. Après, bon, c'est peut-être aussi mon côté encore où je crois qu'on peut donner sa chance aux gens. Encore un naïf, finalement, dans la politique.
Bon, écoute, je te propose d'aborder immédiatement les grands sujets d'actualité. On va peut-être faire déjà une petite pause musicale et puis on se retrouve dans quelques minutes. C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent. Nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé d'un pantin au long bras. Faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé. Entre nous deux, la tyrannie sous l'étendard sang élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim, de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres Français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc. Et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux. Nul devoir ne s'impose aux riches. Le droit du pauvre est un mot creux. Des preuves qui se ramassent à l'appel. L'égalité n'existe pas. Pas de droit sans devoir, dit-elle. Égaux à la naissance parfois. Liberté, liberté chérie. Ceux qu'on la thune n'ont que l'odeur. Amour sacré de la patrie. Et la fraternité se meurt. Voilà, c'était Aux armes, une chanson de Mélis Mel. J'ai pensé à toi en choisissant cette chanson. Merci. Je me suis dit... C'est bien quand tu penses à moi en chanson. Mais je pense toujours à toi en chanson. Oui. Il s'est même adoué comme ça. Oui, bah lui, toujours. C'est gentil, la dame. Non, c'était très bien, merci. Non, mais surtout qu'il se passe des choses en plateau quand on lance la pause musicale. On arrive à réconcilier la droite nationale et l'anarchiste révolutionnaire. Il faudrait faire. On dit bon, on va faire une pause musicale, puis tu laisses les micros ouverts. Qu'est-ce que c'est? Pop. Ouais, t'as pas tout compris sur l'idée de la pause musicale. Alors, le principe. C'est pas filmé pendant la pause musicale? Mais si, justement, on nous entend pas, mais on nous voit nous agiter. Oui. Ouais. Ça, après, on fait une compilation, on le garde pour le bêtisier. C'est ça.
Donc aux armes citoyens, les armes, les citoyens les ont prises en tout cas ce week-end. C'est Libération qui titrait ce matin « Retour à la casse départ » en parlant des Gilets jaunes. Alors cette question des Gilets jaunes, ça fait maintenant la 18e samedi de mobilisation. 18e, oui. 4 mois donc de combat. 4 mois où Paris est soumis à la fièvre jaune. Il n'y a pas que Paris. Hein. Pas que Paris, mais enfin, tout se joue aujourd'hui et tous les métiers étant concentrés à Paris. C'est un peu l'image qui en ressort. Cette image-là, c'est chiant aussi, cette image-là. Parce que ça se bat partout, ça se rencontre partout, ça s'organise partout. Eh ben justement, on va en parler, mais d'abord, j'aimerais savoir, et l'un et l'autre, ce que vous pensez du mouvement. Est-ce que vous l'avez soutenu déjà et comment vous voyez les choses aujourd'hui? Tu commences par qui? On commence par l'invité. Allez, l'invité. Allez. Alors, moi, les Gilets jaunes, à la base, on va dire, je l'ai soutenu. Je considère que c'était un peu la révolte, justement. Tout est parti des taxes sur le carburant, en fait. Et tout est parti de là. Et après, il y a eu différentes revendications qui ont évolué au fur et à mesure. Moi, je les ai soutenues à l'époque parce qu'évidemment, je pensais qu'il y en avait ras-le-bol du matraquage fiscal et ras-le-bol qu'on se foute de la gueule des gens. Donc, j'ai soutenu le mouvement. Ce qui m'embête, c'est la manière dont certains, et là-dessus, je pense qu'on ne sera évidemment pas d'accord, le titre de Libération, pour moi, arrive un moment où il y a trop de casse et je ne pense pas que ça donne une bonne image des revendications qu'on va avoir en allant casser. Quand je vois par exemple le petit kiosquier qui ce week-end s'est fait brûler son kiosque sur les Champs-Élysées et qui n'a plus de boulot, je veux dire, là, ça m'embête. Quand je vois que, par exemple, à Saint-Dié, ils ont été détruire le local d'un petit fleuriste qui a du mal à s'en sortir, là, ça m'embête. Je veux dire, à la limite, qu'ils bloquent des grands groupes, ça ne me dérange pas parce qu'ils peuvent s'en sortir, les grands groupes. Mais qu'ils aillent casser des trucs chez des petits gens qui perdent leur boulot, qui n'ont pas beaucoup de moyens ou des petits commerçants, là, ça me gêne et je pense que ça ne donne pas une bonne image. Et après, moi, chez moi, j'en connais des gens qui sont gilets jaunes dans les Vosges, il y en a qui sont sur les ronds-points, ils sont tout à fait pacifiques. D'ailleurs, ils ne m'embêtent pas du tout. Il faut passer les gens, il faut leur petit truc. Ils boivent du café, je veux dire, il faut leur grillade. Voilà, on aura presque envie d'aller manger les merguez avec eux. Hein, je veux dire, ça me... moi, je suis pas dans l'esprit, je suis pas trop dans l'esprit manif. C'est toujours été mon caractère, mais ils m'embêtent pas. Même si j'en connais 2-3 qui veut dire n'ont jamais travaillé de leur vie, puis il faut des leçons de morale à tout le monde. Bon, ça aussi, il faut quand même. Ils sont là aussi, ceux-là, bien sûr. Voilà aussi, toutes mesures gardées. Mais globalement, l'idée de base de revendication me plaît. Après, c'est vrai que c'est un peu parti dans le fourre-tout. À voir comment ça évolue. Mais est-ce que c'est pas parti dans le fourre-tout aussi parce que le gouvernement a mis plus d'une semaine, 2 semaines à réagir à un mouvement de contestation qu'il n'a pas mesuré, qu'il voulait jouer la carte de l'essoufflement du mouvement et que en jouant la montre finalement les revendications se sont agrégées les unes aux autres. Ah bah oui, ça c'est vrai, tout est un peu parti dans tous les sens. Et le problème aussi, c'est qu'il y a aussi des gens qui se sont déclarés leaders autoproclamés, on l'a bien vu, ceux qui voulaient faire leur liste, une qui veut partir aux européennes, l'autre qui voulait faire ci, l'autre qui se met avec tapis. Je veux dire, franchement, ça n'a pas donné de la crédibilité au mouvement, ça. Et je pense que les gens, on ne se choisit pas toujours les meilleurs leaders. C'est souvent des gens qui sont quand même très bien informés, qui font un peu leader et qui malheureusement, en fait, tuent totalement le mouvement. Et moi, là-dessus, je pense que ça partait d'un bon truc, mais pour certains cas, ça a été dévoyé et là, ça part un peu dans tous les sens. Il faut peut-être revenir à quelque chose d'original, peut-être différemment que ceux qui vont casser les trucs ou ceux qui sont dévoyés en allant avec certaines personnes. Voilà. Mais est-ce que c'est pas le propre de tout mouvement de masse quand tu as un mouvement de base, une contestation, à un moment donné que des leaders naturels se dégagent? On a toujours vu ça dans toutes les révolutions. Il y a toujours eu des porte-voix, il y a toujours eu des leaders, parce qu'il faut bien à un moment donné que la réponse s'exprime par une sortie politique et pas simplement par la contestation. Ils en sont complètement conscients, les Gilets jaunes. Alors bon, moi j'ai reçu des femmes Gilets jaunes le 11 mars dans l'émission ZEP. C'est une émission que vous pouvez retrouver sur notre site et sur YouTube également, des femmes des Gilets jaunes il y a 4 mois, mais qui étaient dans leur tête bien avant. Enfin, ça s'appelait pas Gilets jaunes, mais bon, des combattantes, des femmes de terrain, de quartier, une cadre qui était là de la CARSAT. Donc j'avais vraiment des femmes de tout milieu. Et effectivement, elles se sont très vite rendues compte de la mainmise de certaines personnes sur ce qu'ils voulaient, les Gilets jaunes. Et ça, c'est jamais expliqué. Alors, tu prends la presse, sauf une presse alternative comme CQFD, Décroissance, et j'en citerai pas d'autres parce que ça fait beaucoup, où là, on te raconte vraiment ce qui est en train de se passer, ce qu'ils font. Mais jamais tu liras qu'ils sont en train de se structurer, se rendre compte que ça merde, que ça part dans tous les sens, qu'ils sont taxés d'antisémites, qu'ils sont taxés de casseurs, et les casseurs font le jeu du gouvernement.
Et ça, tu fais une interview maintenant partout, au micro-trottoir. Ah oui, les gilets jaunes, c'est des casseurs, c'est pas gentil. Ceci étant, voilà. Mais qui sont les casseurs ? Qui nous disent qui sont les casseurs. On ne saura jamais. Il y en a qui sont. Les flics savent très bien qui sont les casseurs. C'est des casseurs que tu retrouves un peu partout. Hein, voilà. Il y a des habitués des manifs. Il y a des habitués. Hein, il y a des habitués. On les arrête pas non plus. Hein. Et bizarrement, on les arrête pas. Alors, il y a quand même des questions à se poser. Les gilets jaunes, c'était combien, là ? Les Républicains, je cite. Ils étaient 32 300 gilets jaunes mobilisés dans toute la France et 10 000 à Paris. C'est quand même pas n'importe quoi. Il y a vraiment un ras-le-bol. Et les gens, ils veulent pas casser. Tu disais tout à l'heure, c'est complètement stupide. On casse pas on va pas aller foutre le bordel chez un petit bonhomme, une petite bonne femme qui a créé son entreprise. C'est pas là où il faut aller. Mais ça, les dommages collatéraux, tu peux rien y faire dans toute manif. Je me rappelle mes 68, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu. Moi, si, j'avais 16 ans et j'étais à Paris c'est pareil. Et pareil, tu voyais les flics taper sur des petits vieux qui se mettaient comme ça, qui se protégeaient pour pas prendre des nions, qui passaient là parce qu'ils habitent là. Et paf, et paf. Tu peux pas. Ça, tu peux pas empêcher. De casser, tu peux pas empêcher. Mais purée, le gros. Toi, c'est ces 32 000 personnes qui sont là, qu'on chie tous les jours. Alors, parmi ceux-là, t'en as qui tiennent pas la route, comme je disais tout à l'heure. Mais vraiment le gros de la masse. Tu vas pas me dire qu'ils sont pas bien, quoi. J'avais, lors de l'émission, un journaliste qui s'appelle Marcel Gay, journaliste d'investigation de l'Est républicain. Maintenant, il est en retraite, il travaille sur la scène bénévolement, comme moi, comme oui, on en discutera, Pierre. ça non, mais je veux dire, il disait, mais oui, mais effectivement, maintenant, le prix de ton appartement, de ta location d'appartement se rapproche vraiment de ta paye, quoi. Mais c'est inadmissible. Mais pour tout le monde, tous les gens qui sont là, quand tu déduis, et encore, attention, on ne mange pas tous les jours trop bien, qu'est-ce qui te reste ? Ben, tu ne peux plus vivre comme ça. Et tout d'un coup, la mèche, tu sais, ce truc qui s'allume et qui s'enflamme. Et plus ils sont nombreux, plus ils sont... Et c'est pas les coups, parce que les manifestants, maintenant, en manif, il faut être vraiment très courageux, manif. Parce que tu risques de te prendre une balle, des coups très très vite. Hein, son Nancy, bon, bref. Ah bah moi, je me suis fait gazer en achetant mes cadeaux de Noël. Voilà. Écoutez l'émission du 11. Écoutez l'émission du 11. Ils en parlent très bien des violences policières. J'en parle pas. Moi, je vais pas dans les manifs. Franchement, j'ai très peur. Parce que j'ai trop connu 68. J'ai très peur. Non, mais j'ai très peur dans une manif. C'est extrêmement dangereux dans une manif. Et ils y vont. Et ils peuvent... Les canons à eau, il est à Nancy, là. Ils peuvent y aller avec leurs canons. Ils seront là encore. C'est ça qui fait peur aux politiques. Hein. Si les gens manifestent pacifiquement, je ne vois pas l'intérêt d'avoir des policiers qui viennent frapper. Si les gens commencent à casser, par contre, là, je considère qu'il faut aussi quand même que la force publique, enfin l'ordre public s'exprime et qu'on leur dise, bon voilà... c'est d'accord. Voilà, mais tu peux pas nier non plus qu'il y a eu de part et d'autre, à la fois des gilets jaunes et des forces de l'ordre, un certain nombre d'abus et de débordements. Ah oui, on a vu des jeunes de 20 ans qui manifestaient pour la première fois, éborgnés, Mais ça, c'est à nouveau parce que je pense aussi qu'on a encouragé le fait toujours des divisions. Les gens ont encouragé le fait les policiers contre les gilets jaunes. Oui, les mecs qui sont policiers, ils sont fonctionnaires, ils sont comme tous les autres, ils ont 1500 balles par mois, je veux dire certains. Franchement, quand on est à ce niveau-là, je veux dire, il faut leur boulot, ils doivent aussi vivre. Donc, on peut pas. Il y a des gens qui veulent encourager ce climat comme ça, et ça m'embête aussi. C'est ton voisin de palier, le mec qui a 1 500 €. On en revient toujours, c'est ça. Mais parce que quand il revêt le costume de tir à taper, qu'est-ce qu'il leur prend ? Mais qu'est-ce qu'il leur prend d'aller taper sur des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées ? C'est pourquoi ? C'est pas ceux-là qui vont te foutre un coin pavé dans la gueule. Je suis d'accord que sur les gens qu'ils ont agressés, qui sont tout le monde des personnes âgées, moi on a vu aussi dans les vidéos qui circulaient sur Internet et autres. Franchement, je suis pas du tout d'accord avec ça. Voilà. Sur les c'est pour ça qu'il faut reconnaître les deux. Il faut reconnaître aussi les erreurs des uns et les erreurs des autres. Et moi je pense que voilà, on est trop dans une société qui veut toujours opposer des camps, qui veut pas discuter, qui est toujours dans le conflit permanent. Et on arrive de plus en plus où on est dans une société où on divise sans arrêt.
on est sur de la critique, on est sur de l'opposition, et ça va être de pire en pire en fait. On va arriver à la fin où les gens vont vivre chacun de plus en plus l'un à côté de l'autre sans se parler. Moi je le vois quand on est déjà dans une ville moyenne, ça, hein. dans une grande ville c'est comme ça, les gens sont totalement devenus individualistes. Alors il y en a qui disent oh c'était bien il y a 50 ans, moi je pense que à l'époque de ma grand-mère, c'est affreux à dire, c'était mieux avant. C'est peut-être, ça fait un peu vieux con, mais même en étant jeune, mais je pense que, puis on le voit bien maintenant nous avec nos réseaux sociaux, avec nos trucs, alors c'est devenu comme ça parce que le monde va de plus en plus vite, mais on est devenus tous dans notre coin, on se regarde plus, on est sur les réseaux sociaux, on est d'autres trucs. D'un côté c'est bien et d'un côté ça m'embête. Et pourtant c'est pas vrai. Quand tu es dans la rue, quand tu es à un arrêt de bus, quand tu es dans un magasin, les gens parlent entre eux, ils parlent. C'est pas vrai qu'ils sont pas comme ça. Qu'est-ce qui les rend comme ça? C'est ces réseaux sociaux là, comme tu dis, qui les rend comme ils sont là, pas on comme dévie ça. un peu du sujet. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, je veux bien qu'on parle de l'individualisme par les réseaux sociaux. Mais... Non. Oui, c'est intéressant. Ouais, ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on revienne mais les justement sur gilets jaunes, violences. c'est qui là? Les gilets jaunes, c'est ça, c'est des gens qui se parlent. Tu m'excuses, tu parlais des ronds-points là. Il y en a, c'est la première fois qu'ils parlaient à des gens, dis donc. Tu te rends compte, ils étaient au rond-point, ils se parlaient. Ça a l'air de rien comme ça. C'est énorme. C'est ça, les gilets jaunes. Et j'arrête. Vas-y. Autrement, moi, je vais vous mener l'émission. Non, ce que je voulais dire, c'est pour reparler de l'escalade de la violence de part et d'autre, les incendies volontaires qui ont eu lieu le week-end dernier, l'allée des Champs-Élysées ravagée. En tout cas, on fait réagir l'exécutif et Emmanuel Macron a réuni une réunion de crise et pour la première fois a dénoncé la mauvaise gestion de la crise. Alors comment vous jugez justement la gestion de cette crise des Gilets jaunes? Est-ce qu'il faudrait que le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, démissionne? Et surtout, quelle sortie de crise est-ce qu'on peut envisager? Alors, Emmanuel Macron a lancé depuis le début de l'année le grand débat. Quel impact du grand débat sur le mouvement de contestation? Voilà. Tu as les journaux, là. Tu as Le Monde. Tu as même Le Monde diplomatique. Lis-le bien et tu verras mais que je m'informe. Le grand débat, ça fait sourire tout le monde. C'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Allez, on va faire un grand débat. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, allez, on verra ça dans le couloir, dans le tiroir. Et puis, on va donner des petites miettes comme ça. Mais tu crois, toi, au grand débat? Tu crois, personnellement? Non, mais il y a une étude qui a été faite sur. Non, mais je te pose la question. Non, mais j'y crois pas. J'y pas. Je prends position. Non, j'y crois pas à ton grand débat. C'est pas le mien. Oh, purée. J'y crois pas, d'autant plus que. Personne. D'autant plus que les faits donnent un petit peu raison à l'analyse, puisqu'on s'est aperçu que ceux qui participaient au grand débat, c'était déjà des personnes évidemment convaincues. Et que réunissant les... Il y avait des personnes de bonne foi aussi qui ont participé, oui, je mais pense. beaucoup de gens de la République En Marche. Beaucoup de allez, militants de la République En Marche ont participé aux débats locaux. C'est bizarre, ça. Mais alors, la question qui se pose immédiatement, c'est si le grand débat n'a pas servi à sortir de la crise, comment sortir de la crise? Est-ce qu'il faut bien que la réponse soit évidemment politique? On ne peut pas laisser continuer les violences chaque semaine se produire tous les samedis. Alors, moi, je m'adresse aux politiques. Là. Ouais, vas-y. Comment sortir de la crise? Alors moi, j'ai pas la recette miracle, j'aimerais bien l'avoir évidemment, mais je pense qu'en fait, Macron, il s'est amusé à faire le pompier pyromane, quoi. Il a attisé un peu le feu, puis maintenant il dit, alors là, il est parti se promener ce week-end, là, tranquille, il a fait du ski. Il est parti faire du ski. Il a été serré. Voilà, et puis là, il revient et puis il dit, il faut faire quelque chose. Il faut sortir de la crise. Il y a une mauvaise gestion. Enfin bon, c'est quand même c'est quand même le président de la République. Le ministre de l'Intérieur, il est quand même issu de la République En Marche, Monsieur Castaner. Je veux dire lui, il sort en boîte. Alors je veux dire, c'est extraordinaire quand même. On passe un week-end où tout le monde va se promener. Il y a une crise, personne ne réagit. Je veux dire, moi, ça me... Je sais pas, je vis dans un autre monde, peut-être, mais bon... sortir de la crise avec des gens déjà qui sont contre-foot un peu et puis qui attisent le truc, je trouve ça un peu gonflé. Mais bon, on va encore faire une énième réunion, ça c'est la France. De toute façon, on fait pas de réunion, on fait des réunions surtout. Ça nous coûte cher les réunions. On a la réunionite aiguë en France. Ah, oui. Pour toutes les décisions, même au niveau local, ça met 3 ans à prendre une décision, alors que quand on voit, je prends un exemple d'un petit pays à côté de Luxembourg, pour la même décision, ils vont mettre 3 mois à le faire. Je veux dire, mais ça c'est le problème français. Alors on a fait un grand débat, comme tu disais, hein, voilà, c'est beaucoup de gens d'En Marche, des gens un peu sélectionnés et tout. Bon, il y avait peut-être des gens qui étaient de bonne foi. Hein. Oui, quand même. Il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient sélectionnés aussi, notamment dans les élus locaux. Par exemple, on invite toujours ceux qui... Alors, il ne faut jamais rien dire. Toujours ceux qui ne vont jamais rien dire, qui n'ont jamais prendre la parole. Je veux dire, faire un débat d'entre-soi, moi, je pense que ça ne va pas amener à grand-chose. Après,
le problème vient de l'attitude qu'il a. Déjà, si on recommence déjà à avoir un peu de considération pour les gens, je pense que ça ira déjà beaucoup mieux. Après, j'ai pas la recette miracle de comment sortir de la crise, mais si déjà on recommence à avoir de la considération pour les gens, qu'on recommence par la base, qu'on écoute les gens, peut-être qu'on mette en œuvre aussi certaines propositions des Gilets jaunes. Moi, je suis pour le référendum d'initiative citoyenne, par exemple. Voilà, il faut faire des choses comme ça, qu'il faut qu'il y ait de la démocratie participative et que les gens se sentent écoutés. Je pense qu'il faut revenir là, il faut arrêter d'empiler les échelons administratifs. Alors, on a toujours des grandes structures, des grandes intercommunalités, des choses comme ça. Alors, je pense qu'il faut faire des regroupements, qu'il y a des économies à faire, évidemment, on ne peut pas continuer comme... voilà. Mais il faut aussi essayer de garder une approche du citoyen, essayer d'être d'une proximité. Par exemple, la commune, les gens voient qui c'est leur maire, il y a une proximité. Je veux dire, c'est pour ça que ça peut être un mandat intéressant. Mais ça, je parle pour moi. Mais après, il faut toujours garder cette approche-là à tous les niveaux. Je veux dire, il ne faut pas non plus être déconnecté, vivre dans sa bulle, que ce soit au niveau parisien ou autre. Je veux dire, il faut quand même écouter les gens qui ont des problèmes. On le voit à chaque élection. Ne serait-ce que les représentants des élections, quand on voit les gens qui sont élus dans les assemblées ou autres, c'est toujours les gens des mêmes catégories. Je veux dire, on voit très peu d'ouvriers ou d'employés. Mais ça fait des années que les élus nous parlent de rapprocher le citoyen de l'élu et d'avoir un rapport de proximité. Mais tout ce qu'on voit depuis des années, c'est au contraire une tendance à l'éloignement. On a fait l'intercommunalité, on a fait les grandes régions, on éloigne de plus en plus le citoyen du centre de décision. Tu disais que tu étais favorable à la revendication des Gilets jaunes sur la démocratie participative, le référendum d'initiative citoyenne. Mais alors dans quel cadre ? Parce que là aussi, on a balancé le RIC comme si c'était la solution miracle. On a vu des RIC un peu partout. Mais dans quel cadre ? Est-ce qu'il faudrait envisager un RIC à ce moment-là peut-être au niveau local ? Est-ce que c'est possible de le faire au niveau national ? Ils travaillent là-dessus. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Excuse-moi de t'interrompre. Ils travaillent, il se structure partout. Et c'est pas les Lorrains entre Lorrains qui se structurent. C'est entre toute la France qui se structure. Il y a Commercy. Alors Commercy a fait l'effet un feu d'artifice parmi les Gilets jaunes, puisqu'il y a France Inter qui s'est déplacé quand même. Quand France Inter se déplace, c'est quand même que c'est assez intéressant. À Commercy, ils travaillent là-dessus, c'est-à-dire qu'ils commencent déjà par la localité vraiment, à travailler avec le maire sur des choses qui ne vont pas. Débat participatif, mais vraiment, ils s'imposent vraiment. Je crois que ça peut démarrer comme ça, intelligemment, comme ça. Et tu disais tout à l'heure, proximité, oui, je crois. Gouvernement, Paris, Macron, tout ça, c'est pas possible. C'est pas possible, ils sont pas dedans. Et comme le disait aussi une femme gilet jaune, mais moi j'ai toujours eu cette idée là en tête, c'est pas la bande à Bader, mais presque moi, mais en tout, Bissenloff, mais pas que. Tu prends, mettons, M. Macron. On lui dit, M. Macron, je pense comme gentiment, vous ne connaissez pas la vie des petites gens, c'est pas possible. Donc voilà le challenge. On vous met, je cite le quartier du Haut-du-Lièvre, parce que Hersen est implanté ce quartier depuis 31 ans. Vous allez vivre avec même pas le RSA, on n'est pas vache, avec le SMIG. 3, 4 mois, 6 mois. Allez, 6 mois, vous allez vivre 6 mois dans ce quartier, ou Vendœuvre, comme vous voulez, l'Axe-aux-Provinces, avec 1200. Et après, on se revoit, on discute. Et peut-être que vous allez redescendre votre piédestal et être plus à l'écoute vraiment des gens qui travaillent, qui ne sont pas toujours des feignants, qui cherchent du boulot qu'on ne trouve pas et qui peuvent dormir dans leur bagnole parce qu'eux aussi, ils ne trouvent pas d'appartement. Ça aussi, c'est des réalités. Ils ne veulent pas entendre. Tu as le plan pauvreté, mais tu prends un d'été Carmon dans tes missions, enfin, qui vont bien bientôt dans mon émission dans ZEP, tous les lundis entre 9 et 10, ça fait ma pub. c'est clair, mais eux, ils travaillent à part. Ils travaillent à part sur tout ça, d'été Carmon. Ils ne vont même pas voir le gouvernement. Ils travaillent à part, ils font et ils avancent. C'est ça qui peut marcher. À mon avis, c'est ça. Je vais faire de la politique. Moi, oui, mais j'allais te le proposer. C'est si on va faire. C'est bizarre, je suis d'accord avec oui, non, les mais anarchistes on va faire presque, tu vois. L'alliance des contraires. Ici, on fait l'Union nationale, tu vois. Mais Macron aura au moins réussi ça, finalement. L'Union nationale contre lui, mais au moins, il l'aura fait. Ah, mais il n'a pas fait exprès, mais il fait quelque chose de bien. Non, mais on est complètement à l'opposé, mais on se rejoint certainement sur beaucoup de choses. C'est du bon sens, monsieur. Pas peut-être sur toutes les idées, la solution à mettre en œuvre après, mais tout du moins sur une grosse partie du constat. Je pense que, oui, voilà. Après, parce qu'on incrimine, on va faire un petit peu l'avocat du diable, parce qu'on incrimine beaucoup Macron et la majorité, mais c'est un problème qui est latent depuis de nombreuses années. Voilà, c'est ça. Tous les gouvernements s'y sont frottés. Mais c'est tombé sur lui parce qu'il était trop arrogant. Oui, c'est ça. Voilà. Mais autrement, non, parce que ceux qui sont passés avant lui, c'est pas faute Macron. Mais est-ce qu'on pourrait pas s'imaginer, au-delà du problème politique et du problème que pose le personnel politique, envisager que le problème est un problème systémique et de profiter de l'occasion de ce grand
ce grand débat, mais de Oui, ça fait ce rien. grand On chambardement, te pardonne. pour poser la question des institutions et revoir en profondeur les institutions qui organisent la vie en collectivité. Justement, en permettant peut-être une meilleure représentation dans les assemblées, repenser les niveaux de pouvoir, repenser les modes Tu électifs, prends local, hein, repenser déjà. certains avancées aussi Ouais. l'idée de faire du tirage au sort pour C'est pas mal, ça. alors qu'il y ait une part d'élection, une part de tirage au sort pour la composition des assemblées législatives. Pourquoi pas? Après tout, on tire bien au sort des des jurys d'assises Bien sûr. pour décider de l'emprisonnement ou non de personnes. Pourquoi ne pas envisager ces possibilités-là et permettre une meilleure représentation sociale aussi de la population dans les assemblées, qui est quand même composée essentiellement des mêmes catégories socio-professionnelles. Et après, M. Macron qui voulait... qui Tu réagiras quand même. Oui, excuse-moi, je t'ai vite fait. Moi, il faut t'attendre tu que peux je lui couper respire la et tu parole. prends. Non, tu me coupes pas. Oui, mais tu ne respires Après, jamais, fini. Ariel, c'est ça le problème. Il a complètement éludé les maires. Maintenant, il s'en rapproche, bien sûr, parce que ça lui rend service. Mais je crois que c'est là, c'est vers déjà Monsieur le maire qu'il faut travailler. C'est des gens comme ça, quoi, qui n'ont pas droit à la parole maintenant, qui ont droit parce qu'on a besoin d'eux, qu'on a la trouille. Mais c'est déjà là. C'est la base, que tu dis Moi, ça je suis aussi. d'accord, il faut revenir à ça, il faut revenir à la proximité. Les maires, c'est encore le dernier échelon, la municipalité, où les gens ont plus ou moins confiance parce qu'ils le connaissent. Et encore plus dans un pays comme le nôtre, avec toutes les communes rurales, où quand il y a des villages de 50 habitants, tout le monde le connaît le maire. C'est la même famille, des fois. Et ils savent les problématiques. Donc, ils connaissent les problèmes. Ouais. Et puis quand je vois qu'on veut toujours plus étendre, moi, ça m'embête parce que quand on prend une petite commune rurale où les gens font tout en bénévole, ils réparent les barrières eux-mêmes, ils refont les trucs et tout, si on commence à étendre de plus en plus, il faut faire venir des sociétés, il faut faire venir, donc obligatoirement, ça a toujours un coût en plus. Et ça, on ne le voit pas. Alors les gens disent on va étendre pour mutualiser. Et au final, en fait, on étend, mais en fait, ça fait plus de coûts qu'avant. Alors après, peut-être à long terme, oui, mais c'est résiduel à comparer au fait que les gens se sentent totalement délaissés. Alors que quand on a le maire qui est encore à côté de chez soi, qui connaît les problèmes, qui fait remonter les problèmes, je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer actuellement. Après, pour le reste, le tirage au sort, dans certains cas, peut-être une bonne idée, mais enfin, moi, je ne vois pas à l'Assemblée. Je veux dire, j'ai beaucoup de respect pour tous les gens, pour tous les citoyens, mais je veux dire, j'en connais certains dans ma commune, le mec qui passe son temps au bar, le pilier de bar, je veux dire, je ne vois pas à l'Assemblée en train de faire. Tu n'as pas beaucoup traîné près de la buvette de l'Assemblée, alors, Jordan, hein? Oui, je crois qu'il n'a pas beaucoup traîné. Il y en a aussi, mais je veux dire, mais franchement, il faut quand même aussi, parce que à l'Assemblée, c'est quand même des gens qui sont censés faire la loi. On en parle souvent, c'est quand même un truc, c'est quand même assez complexe. Alors, je sais qu'il y a des assistants. Moi, je l'ai vu au Parlement européen. Je travaillais avec des gens des fois qui ne connaissaient pas forcément j'osais pas te le rappeler. Leur boulot. Je dirais qui arrivaient à faire illusion, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent à faire quand même illusion, qui font du travail et qui ne font pas beaucoup derrière. Mais c'est quand même assez complexe. Et moi, ou dans ce cas-là, si on prend des élus, il faut vraiment leur faire une vraie formation, parce que quand il y a des textes qui arrivent très compliqués, qui arrivent vraiment des trucs juridiques, et pour appréhender ça, c'est pour ça qu'aussi beaucoup de gens ne s'investissent pas, parce que d'une part, ils n'ont pas le temps, et il faut créer un vrai statut de l'élu. Il faut revoir aussi, il y a tout ça à voir. On en parle depuis des années. C'est vrai que c'est arrêter une marotte, de laisser à l'initiative des partis la formation des élus, parce qu'on sait très bien aussi qu'un certain nombre de partis utilisent des structures de formation d'élus pour capter un certain nombre d'argent public. Voilà, suivez le regard. Moi, je fais que des formations dans un institut à part qui n'est pas politique. Voilà, comme ça, moi, je fais des vraies formations qui me sont utiles avec des vrais formateurs. Je ne fais pas des formations de partis qui, en général, les utilisent pour faire leur congrès ou autre chose. Mais ça, c'est tous les partis confondus. Écoutez, les brefs de comptoir, c'est très formateur. Et les politiques le savent très bien. Alors, mais je le sais aussi. Je le fais aussi. Je vais toujours. Lève le coude aussi. Alors, oui. Mais... C'est pas le lieu de sortir les vieux dossiers. Mais... Bon, en tout cas, dans la rue, il n'y avait pas que des gilets jaunes la semaine dernière, puisque vendredi dernier, plus d'1 million de jeunes du monde entier ont manifesté le vendredi 15 mars. En France, c'était près de 160 000 lycéens qui ont été manifestés et qui se sont mis en grève dans plus de 200 villes de France pour manifester en faveur du climat et d'interpeller, de sommer les élus à agir contre le réchauffement climatique. Ça aussi, c'est un enjeu de société majeur, notamment depuis la COP21, où la France s'est posée leader dans la lutte contre le réchauffement climatique, avec cet accord interétatique sur l'obligation pour les États de réduire de 1,5 degré la montée de la hausse du climat. Qu'est-ce que ça révèle aujourd'hui de la lutte pour l'environnement ? Est-ce que les élus en font assez ? Est-ce que le gouvernement, à travers la COP21, n'a pas
plus fait une opération de greenwashing qu'une vraie action en faveur du climat. Voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont posées par la jeunesse aujourd'hui. Jordan, je sais que tu es intéressé par les questions environnementales. Est-ce que tu pourrais réagir justement à cette manifestation ? C'est vrai que moi, je suis très intéressé par les questions environnementales. C'est un de mes sujets majeurs, on va dire, avec tout ce qui est lié, le transport et autres. D'ailleurs, je suis à la région, aux commissions environnement et transport. Et bon, il y a ça aussi, puis le handicap qui m'intéresse beaucoup. C'est pas des sujets qui sont très... la culture, c'est pas des sujets qui sont très intéressants d'habitude à droite. Mais voilà, pour réagir là-dessus, ils auraient pu peut-être manifester le samedi, parce qu'il y en a aussi certains qui ont été le vendredi pour ne pas aller en cours. Pour pas aller en cours, j'en ai entendu. Bon, bref, après. Mais sur l'action en elle-même, moi, je suis totalement pour. Parce que les gens ne se rendent pas compte, en fait, du problème climatique. Tout le monde voit à une vision, même les politiques, une vision à court terme. On fait des politiques même pour l'environnement à court terme, ou des politiques, voilà, qu'est-ce que ça va rapporter bientôt? Alors, on fait des petites niches fiscales, des trucs comme ça, mais qu'est-ce que ça fait sur le long terme? Comment recréer une biodiversité? Comment on lutte réellement contre le changement climatique? Comment on veut changer le modèle de société? Ça, personne n'y pense, je veux dire. Mais tous les partis confondus, on vit, mais même nous, on vit dans un monde où on s'adapte en fait au monde tel qu'il est, au monde de la consommation. Je veux dire, on a tous le téléphone portable fabriqué par des gosses en Chine avec des minéraux, minéraux rares, voilà, du minerai rare. Voilà, on a tous des trucs comme ça, on achète tous des produits à l'autre bout de la planète, des trucs de merde qu'on prend dans des trucs en Nouvelle-Zélande ou des machins où est-ce qu'il n'y a aucune norme sociale, environnementale, qu'on exploite les gosses, qu'on ne fait pas attention à la planète. Malheureusement, on le fait tous, directement ou indirectement. Quand on achète nos produits textiles en France, avant moi je prends l'exemple des Vosges, j'avais beaucoup d'industries textiles et tout, puis on a tout ouvert. Et puis maintenant, on va acheter des produits au Bangladesh, en Chine, où il n'y a aucune norme environnementale ou sociale. Alors oui, évidemment, ces pays ont le droit de se développer aussi. D'ailleurs, je remarque que tout ce qui est accord de Paris et autres, les deux plus gros pollueurs, que ce soit la Chine ou les États-Unis, ne sont pas dedans. Je veux dire, déjà, commencer à vouloir faire un accord global, mondial sur le climat, sans que les deux gros pays qui polluent le plus n'y participent, je trouve ça franchement, c'est de l'enfumage. Et puis, on voit bien au niveau national, je veux dire, tous les gouvernements, ils font tous un petit peu leur petite mesurette, mais il n'y a pas de grand plan pour l'environnement. Il n'y a rien pour réellement pour la transition énergétique, l'isolation des bâtiments, pour les énergies renouvelables de demain. Qu'est-ce qu'on peut penser comme énergie? Alors moi, je reste contre l'éolien, par contre. Pour le reste, je suis plutôt favorable. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour la biodiversité? D'ailleurs, Nicolas Hulot, avant de partir du gouvernement, il a fait un constat d'échec. Il a dit: j'ai fait un grand plan pour la biodiversité, mais tout le monde s'en fout. Voilà, on est face à la 6e extinction mondiale d'espèces, tout le monde s'en fout. Voilà, on a 30% d'abeilles en moins depuis 20 ans, 30% d'hérissons, 30% d'autres, de beaucoup d'hirondelles, voilà, qui disparaissent dans nos campagnes. Tout le monde s'en fout. Voilà. Et nous, c'est pour Sauf quand qu'on ne se rend pas compte que l'activité humaine est liée à l'activité, à l'animal, au végétal. Voilà. Je ne sais plus quel rapport disait que 250 milliards de dollars, c'est pas en euros, de dollars, parce que c'est un rapport, je crois, de l'ONU ou autre, disait que chaque année, 250 milliards de dollars d'activités économiques, les activités appelées écosystémiques, étaient liées à cette biodiversité, à tout ce qu'il y avait derrière. Je veux dire, le jour où elle sera plus là, dans 30 ans, dans 40 ans, où tout aura disparu, peut-être même plus tôt d'ailleurs, peut-être même plus tôt, les gens diront: ah bah oui, alors maintenant il faut réagir, mais ce sera trop tard. Ce sera trop tard quand on voit la pollution dans les océans. Après, c'est vrai, on peut aller loin sur plein de sujets, on peut s'éloigner, mais c'est vrai que ça me tient vraiment à cœur là-dessus, et on réagit pas. Oui, mais alors moi j'ai une question pour le politique qui s'assume de droite. Comment penser un modèle économique qui est respectueux de son environnement quand, idéologiquement parlant, on prône un système qui repose sur la croissance, sur un modèle de croissance? C'est-à-dire, comment on pense un système fait sur la production, sur l'augmentation de la production et donc de la consommation dans un monde fini? C'est ça la question que je me pose. Parce que moi, j'entends, tout le monde se réclame aujourd'hui de l'environnement, mais en nous vendant, il nous faut des points de croissance, il nous faut produire davantage, il nous faut ceci, cela pour maintenir une activité économique. C'est tout ça. Oui, d'accord, mais comment on concilie justement d'être un élu de droite? Pourquoi c'est incompatible? Ah ben justement, c'est la question que je pose. Puisque la droite, en tout cas, si Jordan soutient Bellamy n'est pas encore un décroissant, revendiqué. Non, mais Bellamy parle beaucoup d'écologie, de revenir contre ces trucs de mondialisation. Il disait, je ne sais plus quand je l'ai entendu, c'est pour ça que ça me plaisait. On ne peut pas produire, aller pêcher du poisson en Norvège, aller le transformer en Chine et le faire revenir vendre en France. Et quand il dit ça, je suis d'accord avec lui. C'est vrai que malheureusement, la famille LR, la famille de droite en général, même jusqu'au Front National, ils ont voté tous les traités de libre-échange? Non pas.
Et il reprend sur sa liste les anciens élus qui avaient au PPE, qui ont voté le Voilà, CETA, qui ont voté... Pas tous, parce que le CETA, c'est quand même partagé entre un tiers pour, un tiers contre, un tiers... voilà. Même chez eux, ils ont des... Voilà. Moi, je le vois au niveau régional, par exemple, même à ce niveau-là, sur les questions écologiques, en général, quasiment tout le monde est d'accord. Après, c'est vrai qu'il y a... comme tu dis, ce côté où il faut toujours beaucoup plus de croissance, que tout le monde est basé là-dessus, mais il faut je n'ai pas à nouveau la solution miracle parce que c'est mon avis personnel. Tu es là pour défendre ton avis personnel. Moi, j'y crois. Mais ensuite, je pense qu'il faut revenir tout de réseau garder. On peut être de droite, on peut vouloir que la société, voilà, sans pour autant être forcément d'accord avec tous les dogmes qui sont donnés. Je veux dire, moi, je suis pour. Je suis dans un département rural. Moi, je suis pour revenir à tout ce qui est cette production rurale. Si on recrée de l'emploi au milieu rural, si on recrée ces petites coopératives, si on refait ces petits commerces au niveau local, si on maintient les petits services publics dans les campagnes, ça participe aussi. Si on fait des transports en commun, moi je suis beaucoup pour tout ce qui est transport en commun, voilà, au lieu du si on fait toutes ces choses-là, ça participe. On peut très bien être de droite et être d'accord avec le fait d'avoir des transports en commun, d'avoir ces petits services publics à côté de chez soi. C'est aussi le côté, voilà, c'est un peu le côté, on va dire, droite rurale là, d'à côté, mais ce côté-là participe pour moi du véritable écologisme. Voilà, c'est pas comme les mecs qui nous disent il faut du commerce équitable et puis qui vont acheter des trucs au bout de la planète, puis finalement qu'ils exploitent des gosses ou qui est d'équitable que le nom. Je veux dire, désolé, il y en a qui sont écolos juste pour se donner bonne conscience. Voilà, ça c'est l'écologie parisienne de salon. Les gens n'y connaissent rien du tout. Et là-dessus, désolé, c'est avec des gens comme ça qu'on n'a pas avancé. Alors après, il faut des grandes théories et tout. Oui, mais bon, on voit bien, les Verts ont été au gouvernement avec le Parti Socialiste pour leur dernière mandature. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'écologie? Voilà, ils ont passé leur temps à s'engueuler, à se taper dessus. Je veux dire, on a un parti qui est vert, qui est soi-disant écologiste. Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus pour l'écologie sous le mandat de François Hollande? Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus? Voilà, à part Ségolène Royal, maintenant, l'ambassadrice des pôles qui se promène partout. Bon. Alors elle fait plein de remarques, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Oui, mais enfin bon, tu y étais pendant 5 ans au gouvernement, pourquoi tu n'as rien fait? C'est facile de faire. Je veux dire, moi, les écolos de salon, ça m'embête toujours. C'est toujours ce côté, en fait, pour moi, qui est entre réalité du terrain et réalité parisienne, quoi. Après, c'est un avis personnel. Je sais que je ne serai pas d'accord avec tout le monde et qu'il y en a beaucoup qui me le reprochent, des fois à droite ou à gauche, d'ailleurs. Mais ensuite, là, tout le réseau gardé, je pense qu'il faut quand même. Et alors, est-ce qu'on peut défendre la question environnementale à l'échelon local, et notamment dans ton rôle d'élu? Comment est-ce que tu as intégré ça, ton action publique? Ça fait quand même maintenant quelques années que tu es conseiller régional, membre de cette commission. Alors, quels sont les sujets que tu as portés? Alors, je ne vais pas faire rire tout le monde, mais c'est vrai que moi, parle-moi du grand hamster. Voilà, j'étais souvent sur le sujet de la biodiversité et de la protection animale, notamment les espèces en voie de disparition. Alors, dans la région, il y en a 2 qui sont quand même, voilà. Bon, en Alsace, le grand hamster d'Alsace. Alors, tout le monde m'a surnommé comme ça, monsieur grand hamster à la région, parce que je parlais tout le temps de ça. Voilà, bon, je préfère avoir ça qu'on dise que je suis fou. Moi, tu me diras, c'est toujours mieux que les autres. Oui, c'est pas incompatible, tu sais. Et bon, les Vosges et le grand tétra, voilà, enfin, on a des sujets comme ça. Moi, j'ai beaucoup avancé sur ces sujets-là, sur la protection de la biodiversité, sur tout ce qui est lié au transport. J'ai défendu toutes les lignes ferroviaires, toutes les petites lignes en milieu rural, parce que je pense que ça, c'est important pour justement, on veut réduire les gaz à effet de serre, on veut dire tout ça. Voilà, ça participe de ça aussi. C'est des sujets sur lesquels pour moi, j'ai défendu tout ce qui est un peu aussi économie sociale et solidaire. Je sais que certaines personnes à droite ne sont pas forcément d'accord, mais il y a des choses qui sont faites quand on reprend des coopératives, quand il y a des gens qui font des petits ateliers au niveau local, du recyclage, quand on fait des choses comme ça marche aussi, ça crée de l'emploi plus qui est local, qui est non délocalisable. Alors, évidemment, il faut mettre un peu de subvention publique, mais bon, qu'est-ce qui n'a pas, je veux dire, quand on voit que l'État subventionne des entreprises polluantes ou des grands groupes, au final, via différents trucs, je veux dire, et qui finalement délocalisent, où est l'intérêt? Peut-être c'est plus utile de financer peut-être une recyclerie à côté de chez soi que de financer une grande multinationale qui va délocaliser. Je veux dire, après, bon, voilà, moi je suis plus sur le local, sur le faut créer les petites PME, des choses comme ça. Mais et tout ça participe. Les marchés publics ouverts avec les, comment dire, des normes environnementales, voilà, c'est des choses comme ça sur lesquelles je me suis investi et puis je continuerai à m'investir. Alors je déplore toujours que le budget de l'environnement à la région, c'est un très faible budget, c'est 40 millions sur un budget de 3,2 milliards, c'est pas beaucoup. Évidemment, on pourrait toujours faire plus, il y a des régions qui ont fait plus. Mais bon, ensuite on fait avec ce qu'on a, je veux dire, et puis on essaie d'avancer dans le bon sens, parce que si on est toujours dans l'opposition et jamais dans la construction, on n'arrive pas à avancer. Je préfère faire des petites avancées au fur et à mesure que de vouloir proposer 50 000 trucs et puis qu'il n'y en a plus une seule qui passe. Alors tu parlais des transports aussi, tu avais interpellé, je crois, le président de région sur l'offre TER, c'est ça? Puisqu'il va y avoir une consultation, j'ai vu que M. Rotner voulait faire une consultation sur la fermeture des gares, je crois que c'est la ligne de Charmes, non, qui met en inquiétude
les habitants. Oui, chez nous en partie, parce que c'est la gare plutôt qui doit être fermée. C'est une inquiétude pour les habitants, mais ça c'est pas la région, c'est la SNCF au niveau national qui veut fermer toutes les gares tous les guichets de gare en dessous de 10 000 habitants. Voilà. La région en ce moment. Le transport, c'est 840 millions. Je veux dire, la région va au-delà de ses compétences. Quand elle rénove les petites lignes, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même 9 lignes qui sont en danger sur toute la région Grand Est. Quand elle rénove ces lignes-là, c'est pas de la compétence de la région de rénover les rails. En fait, ça reste encore de la compétence SNCF et État. Donc la région, en fait, fait des choses qu'elle ne devrait pas faire parce que l'État et la SNCF, pendant des années, ont abandonné ça. Alors évidemment, le local ne peut pas toujours se substituer au national. Après, il faut trouver de l'argent. Là, ils ont fait la gratuité des transports scolaires pour les primaires. Donc c'est une bonne chose. Après, malheureusement, on ne pourra pas l'étendre à tous, parce que si on l'étend par rapport au secondaire, c'est 40 millions d'euros en plus. Ils n'ont déjà même pas l'argent pour rénover la ligne Saint-Dié-Épinal qui actuellement est fermée. C'est remplacé par des bus, comme Nancy, Méret, Vittel, enfin la ligne là, qui est aussi remplacée par des trains, par des bus. Voilà, malheureusement, la région fait ce qu'elle peut. Sur le sujet-là, moi d'ailleurs je soutiens tout ce qui est mis en œuvre. Alors je ne suis pas d'accord sur tout non plus, à 99% pour, on va dire. Je sais qu'ils essayent, s'ils n'arrivent pas trop à s'en sortir, d'essayer de faire un compromis. On a vu on a été voir en Allemagne par exemple, sur certaines petites lignes rurales, ils ont mis ça à des compagnies privées. C'est plus la SNCF, mais ça fonctionne avec un cahier des charges. Donc je veux dire, c'est pas une ouverture comme en Angleterre où c'était totalement raté d'ailleurs. Ils en reviennent d'ailleurs, les Anglais. Ils en reviennent. En Allemagne, c'est beaucoup plus encadré sur les petites lignes, mais il faut vraiment que si on fasse ça soit, si c'est comme le modèle allemand sur les petites lignes, comme on a vu nous dans le coin Stuttgart, que c'est encadré, qu'il y a des délégations au privé, mais que voilà, on arrive à garder le truc. Je pense qu'il faut aussi évoluer. Moi, je suis fils de cheminot en plus, mon père est cheminot. On peut pas non plus fonctionner avec des modèles qui datent d'il y a 50 ans. Il faut aussi se moderniser, il faut aussi, voilà. Mais il faut quand même sauver l'existence si on veut aussi avoir des transports en commun partout, pour tous et moins cher aussi. Et c'est ça aussi l'écologie. Mais est-ce que l'erreur, ça n'a pas été justement de trop investir de la part de la SNCF, je parle pas de la région, de tout mettre sur le tout TGV et ne plus finalement avoir de quoi entretenir les réseaux secondaires? C'était un problème pendant des années. On a mis des milliards dans le tout TGV. Alors évidemment, il y a des lignes qui étaient nécessaires. Tout le monde est content d'avoir le Paris-Est, Nancy, Strasbourg, voilà, ou des grandes lignes. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, là, j'ai cru voir que la ministre Borne a encore dit il y a quelque temps qu'elle voulait remettre 2-3 milliards sur les lignes TGV. En début d'année, je veux dire, alors qu'on nous dit qu'il manque 2-3 milliards par an pour les TER, pour que les gens au quotidien puissent aller bosser, pour que les gens, par exemple, aillent au Luxembourg, parce qu'il n'y a pas d'emploi ici, donc ils vont chercher du boulot au Luxembourg. La ligne Nancy-Metz-Luxembourg, c'est pareil que la région parisienne. Je veux dire, si vous l'avez déjà pris, moi je l'ai déjà prise, quand j'ai travaillé là-bas pendant quelques temps. Je veux dire, c'est catastrophique. Je veux dire, il y a des lignes qui ferment en milieu rural. Je veux dire, c'est là qu'il faut mettre l'argent. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'on va faire encore à faire des nouvelles lignes TGV, à vouloir les faire partir à Limoges, je ne sais où, parce qu'il y a des caprices d'élus locaux, parce que, voilà, je ne comprends pas. Pour moi, c'est un non-sens. Les élus locaux le disent, mais après, le problème, c'est que quand certains arrivent au niveau national, ils n'ont plus le même discours. Voilà, au niveau local, ils ont un discours, puis au niveau national, ils n'ont pas le même discours. Donc, je pense qu'il faut aussi être constant. Moi, je suis d'accord avec les choix de la région. Après, je sais qu'il y a certains élus qui sont aussi élus et puis qui, au national, ne disent pas la même chose. C'est dommage. C'est dommage. Et ce sera très bien répondu. Voilà, c'est très bien répondu. Merci. Ce sera le mot de la fin, parce que l'heure est désormais passée. Ça arrive toujours beaucoup trop vite. Pour encore parler longtemps. Mais tu reviendras, Jordan. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup Ariel de m'avoir secondé. J'étais heureuse d'être devant lui parce que je suis complètement d'accord avec lui. Parfait, très bien. C'est la réunion des opposés. C'est aussi ça la magie de RCN. Aussi, oui, en tout cas, pour nos auditeurs, ils pourront retrouver l'émission en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. N'oubliez pas également que nous sommes présents sur les réseaux sociaux et que nous avons également notre chaîne YouTube depuis que nous sommes filmés. Donc n'hésitez pas à diffuser cette émission, à la commenter, de la partager surtout. Oui. Et on se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, toujours à la même heure. Et je vous souhaite une bonne journée. On remercie Luca Chindamo à la régie. Au revoir.